On va donner en fait, c'est pour faire un doctorat. Ici, il a les là, il est en vacances. On va commencer la conférence. Donc, bienvenue. Nous sommes l'association de permaculture estudiantine lausannoise, donc l'APEL. Ça fait 4 ans que nous sommes à l'UNI, et puis notre objectif c'est de promouvoir la permaculture et ses principes sur le campus de l'université. Donc pour ça nous avons un jardin de permaculture, inspiré de la permaculture près des serres, à côté du Beaufort. Et puis on y organise des journées jardin, comme par exemple ce dimanche et puis mardi prochain, donc on passera plus d'informations après. Et on essaye durant ces journées de transmettre le plus de savoir-faire possible. On fait aussi des ateliers, notamment sur le pain, par exemple sur les semences aussi. Et nous organisons aussi pour l'université des conférences. Nous avons des cycles chaque année, et chaque cycle commence par une conférence d'introduction à la permaculture. Et c'est le cas de celle-ci d'aujourd'hui, donc bienvenue. Nous allons commencer par définir ce qu'est la permaculture, pour ensuite voir un peu dans quelle mesure est-ce que ça peut résoudre certaines problématiques et enjeux que nous avons dans nos jeux. Donc, la permaculture a été créée en 1978 par Bill Mollison et David Holmgren en Tasmanie. Depuis, elle a été réappropriée à travers le monde et puis elle a eu le temps d'évoluer. Nous avons donc plusieurs définitions de permaculture. Mais aujourd'hui, on va essayer de se centrer sur la définition originale qui a été présentée dans le livre Permaculture One qu'ils ont publié en 1978. Et dans ce livre, elle a été... Nous pourrons voir que les auteurs se sont inspirés d'auteurs anarchistes du 19e siècle, par exemple Fourier ou Reclus, et ils essayaient de remettre une critique des impacts environnementaux, culturels et sociaux de l'agriculture industrielle qui est issue de la Révolution verte. Donc ils s'inspirent aussi de pas mal d'agriculture tiers-mondiste, notamment au Guatemala avec les jardins vergers, ou bien en Italie avec les terrasses dans les vallées. Dans ce livre, ils la définissent dans une première approche comme un système évolutif intégré d'auto-perpétuation d'espèces végétales et animales utiles à l'homme. C'est donc un système agricole complet qui met l'accent sur les plantes permanentes, notamment les arbres et puis les plantes ligneuses. Et puis depuis 1978, le terme a évolué, bien évidemment, les auteurs aussi. Et elle est aujourd'hui dans le dictionnaire. Et donc, pour Peter Robert, nous avons la gentille définition. C'est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants et à produire de la nourriture en renforçant les écosystèmes. Il s'agit donc d'une méthode d'aménagement de territoire, de création de paysages, et qui cherche à produire ce dont nous, les humains, avons besoin. Donc ceci fait que la permaculture prend un aspect social et politique, parce qu'elle vise à produire ce dont nous avons besoin. Donc, elle remet en question le fonctionnement de notre système économique, politique et social, et puis cherche à mettre en place un système de micro-fermes intensives plutôt qu'extensives, comme c'est le cas de l'agriculture industrielle. Et il n'y a pas une forme fixe de permaculture. Celle-ci s'implémente dans tous les milieux, dans tous les climats, et il y a des principes de base, ce que nous verrons plus tard, et les techniques, par contre, diffèrent selon les besoins des milieux et les conditions des endroits. Comme par exemple, si nous sommes dans un désert, nous n'allons pas appliquer les mêmes techniques que si nous sommes dans un système alpin. Donc la permaculture cherche à replacer l'agriculture dans un cadre humain bien plus vaste. Et on cherche à s'étaler dans le temps. Et donc nous cherchons à mettre en place des socio-écosystèmes. Ces socio-écosystèmes cherchent à produire, à être résilients et à être autonomes tout en prenant soin de l'être humain. Initialement, la permaculture, c'est une contraction des mots permanent agriculture, mais aujourd'hui, c'est plutôt devenu une culture de la permanence. Et cette permanence est mise en place grâce à la clé de voûte de la permaculture, c'est le design. Par design, on entend la conception, création et entretien de socio-écosystèmes. Nous allons nous attarder un moment sur le design parce que c'est vraiment l'élément essentiel de la permaculture, ce qui la distingue d'autres types d'agriculture, notamment par son aspect temporel. Donc, il se base sur 3 éthiques et 12 principes.
ces 3 éthiques et 12 principes soulignent le caractère politique et social de la permaculture. De base de ce qu'elle prône, nous allons voir que la permaculture n'est pas neutre. Donc nous avons les 3 éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain, et puis le partage équitable des ressources et des surplus. Donc nous voyons avec, par exemple, prendre soin de la terre, c'est de mettre l'environnement dans une place centrale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple en France, où il y a de grands projets qui sont des désastres écologiques, mais le profit à court terme fait qu'on les priorise plutôt que de prendre soin de l'environnement. Ensuite, prendre soin de l'être humain implique qu'on prend soin de tous les êtres humains. On prend en considération nos besoins, nos envies, et puis peu importe comment... C'est de la place ici, si vous voulez. Donc on cherche à prendre soin de tous les êtres humains, à les intégrer dans ces socio-écosystèmes. Et puis ça implique aussi que la permaculture va beaucoup réfléchir sur les rapports que nous avons entre nous, notamment des rapports qui cassent les schémas de domination et de hiérarchie que nous trouvons dans notre société occidentale et capitaliste. Donc nous avons aussi finalement le partage équitable des ressources et des surplus qui remet à un pied d'égalité non seulement l'être humain mais aussi avec les autres êtres qui habitent cette planète, auxquels nous partageons, et puis nous allons faire prendre soin de nous tout en nous assurant que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir tout, pour pouvoir, comment est-ce qu'on dit? Ah, j'ai un hispanisme. Souvenir, merci. À nos besoins, c'est exactement ça. Donc, maintenant que nous avons vu ces 3 éthiques, nous allons passer aux 12 principes qui permettent, grâce à un peu les 3 éthiques, mettre en place le design en permaculture. Donc, on ne voit pas grand-chose, mais c'est une petite image où nous allons voir tous ces principes. Donc, le premier principe, c'est observer et interagir. C'est vraiment une des grandes bases de la permaculture. C'est vraiment par l'observation, on va essayer de voir qu'est-ce que fait la nature pour essayer de nous le recréer, histoire que notre socio-écosystème soit viable, résilient, puis fonctionnel et productif. Et puis, la partie de l'interaction est essentielle, parce qu'en nature, on remarque que tout est interconnecté. Il y a des symbioses, il y a des symbioses plus de la coopération que de la compétition. Donc, par l'observation et l'intégration, on essaie de faire que notre système soit le plus interconnecté possible. Et donc, on cherche à intégrer plutôt que séparer. Ça, c'est un autre des principes. On dit typiquement que chaque élément assure plusieurs fonctions, et chaque fonction doit être assurée par plusieurs éléments. Si l'on prend par exemple un élément, une haie, elle a plusieurs fonctions. Ça va être délimiter le territoire, couper le vent, avoir une production de nourriture, créer des habitats pour des animaux sauvages. Et si on reprend une de ces fonctions, par exemple la création d'habitats pour des animaux sauvages, on peut avoir au sein du socio-écosystème plein d'éléments qui assurent cette fonction. Par exemple des tas de bois, des mares, les haies, des troncs d'arbres, des nichoirs, ou bien nous-mêmes bâtiments qui peuvent accueillir aussi d'autres êtres. Le fait que ce soit tout interconnecté va faire que notre système va être résilient. Si on prend par exemple aujourd'hui une ferme en monoculture industrielle qui produit, admettons, du blé ou des pommes, s'il y a un problème une année de production, c'est-à-dire par exemple, admettons qu'il y a un ravageur, un insecte qui pose problème, la ferme de monoculture aura beaucoup de problèmes, notamment si l'insecte arrive à tout ravager, elle perd sa source de revenus et donc ça pose beaucoup de problèmes. En permaculture, ceci est moindre, c'est-à-dire que déjà c'est un moins de risque que cela arrive, parce que les plantes en polyculture se prennent soin les unes des autres, s'envoient des informations par les racines mais aussi par l'air, arrivent à prendre soin les unes des autres, à se nourrir et à s'abreuver. Donc elles sont plus fortes, plus résistantes. Comme elles sont en polyculture, elles sont plus difficilement d'accès. Si par exemple nous avons un insecte qui est venu les pommes, s'il y a un pommier parmi plein d'autres arbres qui ne sont pas des pommiers, s'il y a moins de probabilité que l'insecte arrive jusqu'au pommier. Et admettons le cas auquel l'insecte arrive à décimer toutes les pommes, ce n'est pas grave parce que la ferme a toute une autre production qui permet d'assurer la viabilité économique du lieu. On passe ensuite à un autre aspect très essentiel, c'est le deuxième principe, collecter et stocker l'énergie, auquel on a lié à utiliser et valoriser les énergies et services renouvelables.
au détriment des énergies fossiles. Donc, en permaculture, l'énergie principale qui est prise en compte, l'énergie principale renouvelable, c'est le soleil. Il y en a d'autres, évidemment, comme l'eau, qui avec la topographie, on peut créer de l'énergie. Mais on se base principalement sur le soleil parce que le soleil fournit ce qu'il faut aux plantes pour faire la photosynthèse. Cette photosynthèse fournit une énergie qui est le moteur de beaucoup d'écosystèmes et de plein d'autres cycles que nous retrouvons dans l'écosystème. Le design cherche donc à mettre en place les éléments de manière à qu'ils puissent le mieux collecter cette énergie. Il y a une multitude de manières de le faire. Par exemple, ça peut être par l'orientation des bâtiments. Dans l'hémisphère nord, on va le faire plutôt vers le sud. Dans l'hémisphère sud, on va plutôt vers le nord. On peut aussi créer des microclimats. Par exemple, si nous avons une mare qui va refléter la lumière du soleil, elle va créer juste derrière un microclimat humide, mais très ensoleillé. Et puis si en plus derrière, nous mettons des grandes pierres qui vont accumuler la chaleur, puis aussi de la relâcher durant la nuit, nous créons un microclimat qui peut accueillir des plantes qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Si nous avons la photo d'un walipini, c'est une serre semi-enterrée. Là, c'est le cas de Schwebenalp, c'est dans les Alpes bernoises. Ils sont à 1100 mètres d'altitude, donc il fait très froid. Et grâce à cette structure, ils peuvent créer un environnement dans lequel ils peuvent accueillir des plantes qui normalement ne pourraient pas pousser ailleurs. Donc il y a une multitude de manières de comment capter l'énergie solaire. Bill Mollison et Holmgren font une grande fixation aussi sur le bois, parce qu'ils trouvent vraiment que le bois c'est un peu le moyen de faire circuler cette énergie solaire au sein de notre socio-écosystème. Donc ils prennent beaucoup l'utilisation de l'arbre, et une fois que nous avons le bois, ils ont imaginé plusieurs manières de comment l'utiliser. Notamment, ils se posent beaucoup de questions au niveau de la combustion et de l'utilisation de cette énergie. Actuellement, quand on brûle le bois, on perd beaucoup d'énergie, et puis on ne sait pas vraiment comment bien l'utiliser. Ils ont mis en place, si vous lisez un jour Permaculture One, il y a le plan d'un four qui permet une combustion quasiment totale du bois, de manière à utiliser le plus d'énergie possible qui se situe dedans. C'est un four aussi qui assure plusieurs fonctions à nouveau. Donc ça va être un four normal, un séchoir, ça va chauffer la maison, chauffer l'eau, et puis il assure comme ça beaucoup de fonctions, et comme ça on maximise l'utilisation de l'énergie qui se situe dans le bois. On remarque par contre que dans Permaculture One, il n'y a pas un boycott des énergies fossiles. Ils admettent que pour pouvoir mettre en place un design en permaculture, si on a besoin de grands changements au niveau du paysage, dans ce cas-là, ils acceptent d'une certaine manière d'utiliser des énergies fossiles, par exemple avec une tractopelle, pour pouvoir modifier le paysage. C'est ce qu'a fait Sepp Holzer en Autriche. Tout son système, qui est extrêmement productif, nous le verrons plus tard, dépend de systèmes en terrasse et de la formation d'étangs. Et puis il n'aurait pas pu faire ça sans une tractopelle, ça aurait été beaucoup trop de travail, il était isolé, c'est une personne qui travaillait seule apparemment, et donc il lui fallait une tractopelle, il l'a utilisé, mais maintenant il n'en a plus besoin. Et ce système est tellement efficace qu'il n'a plus besoin d'énergie fossile, plus besoin d'engrais et plus besoin de produits phytosanitaires. Donc voilà. Donc en gros, la permaculture cherche à ce que dans notre design, on capte le plus d'énergie renouvelable possible et les faire circuler. Un autre petit exemple aussi, c'est avec l'eau et la topographie. C'est Holzer a un système de moulin et puis de béliers hydrauliques qui lui permettent de créer de l'énergie suffisamment pour alimenter toute sa ferme, et donc il n'a pas besoin d'électricité venant de l'extérieur. Je passe ensuite à deux autres. On va d'abord se concentrer sur un, c'est ne pas produire de déchets. Ceci est extrêmement important, surtout de nos jours, vu la quantité de nourriture que nous jetons. Nous jetons à peu près un tiers de notre nourriture à la poubelle, et ça pose beaucoup de problèmes. On se rend compte aussi en observant la nature que le déchet est un concept humain. Dans la nature, chaque élément qui sort d'un système va s'intégrer dans un autre et en être une ressource. Donc, si nous prenons un exemple typique de par chez nous, notamment en Suisse avec nos privilèges, si nous on chie, on pisse dans de l'eau potable. Et ça met énormément de problèmes parce que nous avons une ressource qui est très précieuse et nous en faisons un déchet que nous devons traiter. Donc Bill Mollison et Holmgren insistent fortement sur le fait de séparer ces deux éléments, donc maintenir l'eau et puis ensuite en faire d'autres usages. Puis avec nos selles et nos urines, en faire du compost, comme ça on réintègre dans le système de création alimentaire quelque chose que nous avions pris, les éléments nutritifs que nous avions pris initialement, comme ça on peut boucler la boucle d'une certaine manière. Nous aurions un autre exemple par contre, plus de permaculture urbaine. Nous avons le concept du vermicompostage. Le concept est simple, en gros on va créer une boîte dans laquelle on va avoir des vers et on va nourrir petit à petit avec nos déchets de
puis comme ça, dans un petit espace qui n'a pas de mauvaise odeur, qui ne demande pas d'effort, on arrive à créer un terreau ultra fertile et un jus, un thé de vermicompost, qui est aussi extrêmement fertile. Peut-être à terme, on voulait avec l'appel faire ça, mais on verra comment est-ce qu'on arrive à s'organiser, donc comment est-ce que chacun et chacune peut faire un vermicompost à la maison. Donc, avec le système, on obtient un produit qu'ensuite, on pourrait dire, c'est créer une production. Je voulais juste faire une petite parenthèse aussi en discutant avec une amie sur qu'est-ce qu'était l'écologie industrielle, qui résonne aussi de la même manière par le fonctionnement de cycle, de par exemple prendre une usine et puis ce qu'elle sort, en faire une source pour une autre. L'écologie industrielle n'est pas de la permaculture parce qu'elle n'a pas cet aspect aussi nécessairement en tant que politique et engagé qui remet en cause le fonctionnement de notre système industriel. Donc la permaculture ne s'intègre pas vraiment dans l'écologie industrielle, donc à faire attention. Si on vient de nouveau à ce concept de production, la permaculture cherche quand même à produire, c'est un des principaux, c'est intensif, c'est-à-dire sur une petite surface, on va produire beaucoup de choses. On cherche à créer ces socio-écosystèmes de manière qu'ils soient très productifs, et puis pour cela on va maximiser la diversité, on verra ça plus en détail. On se demande souvent si la permaculture peut produire assez pour nourrir l'humanité. Dans ce cas-là, il faudra déjà se poser d'autres questions, par exemple le fait qu'on jette un tiers de notre nourriture, aussi comment est-ce qu'on calcule le rendement actuellement d'une ferme. Aujourd'hui, ça se calcule par rendement par unité de surface, donc on va prendre un hectare et voir combien de pommes ou combien de secs ou combien de blés sont produits. Ce moyen de quantification de notre rendement est erroné, parce qu'il ne va pas prendre en considération la qualité des sols, par exemple, ne va pas prendre en considération les autres choses non consommables qui sont produites sur cet hectare mais qui sont essentielles au fonctionnement du socio-écosystème. Il ne va pas prendre en considération aussi les dommages et les dégâts écosystémiques qui sont créés par cette agriculture. Il ne va pas prendre en considération la quantité de travail humain et la qualité de ce travail humain qui est nécessaire pour produire. Si on applique cette quantification-là à la permaculture, oui, elle produira moins, parce que sur un hectare, on aura peut-être moins de pommiers, et donc on a moins de pommes qui sont produites. Par contre, on produit un sol sain, un sol qui est protégé, qui ne sera pas lessivé, qui ne sera pas détruit. On produit une panoplie de choses qui ont tout un rôle au sein de l'écosystème pour le renforcer et le rendre plus productif. Et on le fait dans le respect de l'être humain. Donc, finalement, la permaculture est plus productive que l'agriculture industrielle. Il y a aussi dans le concept de la production, vu que Bill Mollison et Holmgren parlent notamment d'une agriculture qui va utiliser la production fournie par des arbres, qui eux quand même mettent 30 à 50 ans avant d'atteindre leur climax de production. Il fallait se poser la question comment assurer une production intensive depuis le début. Donc ils se sont posé beaucoup de questions sur les successions de végétation. Donc nous pouvons voir, par exemple, ils expliquent comment les plantes pionnières que nous traitons de mauvaises herbes ont en fait un rôle essentiel au sein de l'écosystème. Elles vont aérer le sol, elles peuvent le désaliniser, vont mobiliser les nutriments, créer des microclimats, le protéger contre l'érosion et autres. Et ils vont le mettre en place de manière à ce que petit à petit les arbres et les arbustes peuvent s'installer, notamment après les buissons. Et puis après, ce qu'ils conseillent de faire, c'est de mettre des arbres à croissance rapide qui vont produire du bois, en attendant que nos arbres, qui mettent 30 à 50 ans pour grandir, puissent se mettre en place et arriver au climax de leur production, jusqu'au moment auquel on a un écosystème qui est très productif. Donc on remarque que toute cette stabilité sur le long terme dépend notamment de la biodiversité. Et c'est avec ça que Amélie va vous parler d'autres principes. Bonsoir. Donc, je vais poursuivre avec un autre principe très important de la permaculture qui est de valoriser la diversité. Donc, il était mesuré que la somme des productions d'un système mixte est plus importante que la production de n'importe quelle monoculture. C'est un peu ce que Damien disait tout à l'heure. Si on voit un système en monoculture, on a à un moment une production d'une espèce qui est faite sur la parcelle. Dans un système mixte, on peut avoir de la polyculture et on peut avoir au même endroit plusieurs espèces qui poussent et on peut les étager sur des strates par exemple.
Et on peut faire en sorte que la surface totale de plantes soit supérieure à la surface de la parcelle. Donc par exemple, si on a un arbre, le soleil va arriver sur l'arbre, l'arbre va en prendre un peu de l'énergie, mais sous les arbres, c'est pas l'ombre totale. Sous les arbres, il y a aussi de la lumière qui arrive. Donc on peut imaginer, sous les arbres, mettre des plantes qui sont moins demandeuses en soleil, qui aiment bien l'ombre, et ces plantes vont utiliser cette énergie que l'arbre ne va pas utiliser, et ainsi faire des strates pour optimiser l'utilisation de l'énergie du soleil qui arrive sur le système. Donc comme ça, on peut avoir une productivité plus grande. Ça, c'est un des moyens. Un autre moyen, c'est de faire des successions de cultures. Je vais en parler juste après. Mais tout d'abord, donc, la diversité, c'est très important par rapport à la culture, mais aussi pour assurer une production, comme l'a dit Damien. En diversifiant les variétés, on peut avoir des variétés plus adaptées à des conditions plus sèches, des conditions plus humides, et ainsi, en cas d'année de sécheresse, on aura quand même une production de plantes qui aiment la sécheresse. Si on a, comme dans l'agriculture industrielle actuelle, une monoculture de plantes toutes les mêmes, qui supportent toutes les mêmes conditions, qui ont toutes les mêmes contraintes, il suffit qu'il soit une mauvaise année pour ce type de plante, et toute la récolte sera, ça ne va pas fonctionner. Donc il n'y aura pas de récolte. En diversifiant, on peut avoir la certitude d'avoir des récoltes dans toutes les conditions. Et en plus, ça a un avantage, c'est en fait en utilisant des variétés donc, adaptées à son propre climat, on peut aussi améliorer la production. Donc, dans le jardin ici, on aura des variétés adaptées au jardin et à la région ici. Peut-être que plus loin dans les Alpes, il y aura d'autres variétés adaptées aux Alpes. Et ça augmente la diversité au niveau global. Donc il y a une diversité au niveau du jardin, mais aussi une diversité d'une manière plus générale. On essaye de faire que chaque variété soit adaptée aux conditions dans lesquelles elle pousse, et c'est comme ça qu'on obtient le meilleur rendement. On peut voir la diversité aussi comme une diversité de fonctions. Damien en a un peu parlé. Donc, en optimisant les différentes fonctions, enfin, en retrouvant le plus de fonctions possibles dans l'écosystème, on va pouvoir optimiser le système et faire en sorte, comme l'a dit Damien, qu'un élément remplisse plusieurs fonctions et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Et on peut, par exemple, au lieu d'avoir un champ en monoculture qui produit juste à manger, on peut avoir au même endroit la production de fibres alimentaires, on peut avoir des plantes pour faire joli, des fleurs qui font faire joli, on peut avoir de la production alimentaire aussi, on peut avoir des plantes mellifères, on peut produire du bois, on peut avoir des haies qui servent de couvent. Donc on peut vraiment, au même endroit, avoir une grande diversité de choses. Par rapport à la diversité temporelle, donc on peut faire, comme je l'ai dit, une succession de cultures, c'est-à-dire que sur la même surface, on va, au cours de l'année, faire se succéder des espèces différentes. Et donc, par exemple, on va avoir des variétés de printemps qui vont ensuite laisser place à des variétés d'été, enfin des espèces adaptées à l'été, puis à l'automne, et ainsi de suite. Et on peut avoir jusqu'à 6 successions durant l'année. Et du coup, ça permet d'avoir une beaucoup plus grande productivité que la monoculture qui à la limite, fait une succession de deux types d'espèces, un engrais vert, puis après une plante type. Et donc ça permet aussi d'optimiser les rendements. Et puis ça permet aussi en fait de faire que le sol ne soit jamais à nu. Un sol à nu, au niveau énergétique, c'est un peu une absurdité. Un sol à nu, ça ne produit pas d'énergie. Si le sol est constamment couvert de plantes, il va constamment y avoir de la production. Et l'énergie qui arrive sur ces plantes va être utilisée. Donc voilà, après la diversité, dans l'absolu, ça n'a pas vraiment de sens. La diversité, elle a du sens lorsqu'on tient compte des interactions. Et donc,
l'apport de la diversité n'est pas tant dans le nombre d'éléments, mais surtout dans le nombre de connexions fonctionnelles bénéfiques qui sont établies entre les éléments. Et donc, en permaculture, on va essayer d'appliquer l'autorégulation et d'accepter les rétroactions. Donc en fait, on va favoriser les interactions entre les éléments pour favoriser l'autorégulation. Il y a un exemple que Damien a déjà donné, par exemple le fait de, quand on fait de la polyculture, eh ben, il y aura un ravageur ou une plante un insecte herbivore par exemple, qui va se retrouver sur sa plante préférée, et puis quand il aura fini de brouter, il va vouloir aller manger une autre plante, mais autour de lui, il n'aura pas sa plante préférée. Du coup, il va la chercher, et ça va lui prendre du temps. Et du coup, il va pouvoir moins facilement se déplacer. Et en fait, le fait de mettre plein de plantes mélangées va limiter l'impact des ravageurs. Et d'ailleurs, quelque chose auquel on pense beaucoup en permaculture aussi, on essaye d'observer la nature et de s'en inspirer. À ma connaissance, il n'y a pas de monoculture dans la nature. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que fondamentalement, le fait de mettre plusieurs espèces ensemble, ça crée des autorégulations et ça crée des dynamiques qui sont favorables aux espèces. Donc en fait, on va essayer de mettre ensemble des plantes qui s'aiment bien et des plantes qui vont avoir des effets bénéfiques les unes sur les autres. Par exemple, on a certaines plantes, les légumineuses, qui ont la capacité, grâce à des bactéries qui sont sur leurs racines, de fixer l'azote de l'air. Et du coup, on va pouvoir mettre ces plantes en association avec d'autres plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote pour pousser. Et du coup, ça va permettre à ces deux types de plantes de cohabiter et de s'entraider. Actuellement, dans le système agricole industriel, on ne tient pas compte de l'autorégulation et on régule artificiellement les ravageurs et le système en mettant des pesticides, en mettant des engrais, en mettant des intrants extérieurs. Et en fait, cette manière de voir les choses, sans intégrer tous les éléments du système, va vers une dégradation du système. Je vais prendre un exemple concret, l'exemple du sol. Dans l'agriculture industrielle actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait pousser des plantes et on leur donne de l'engrais directement. Donc on leur donne à manger. Et ensuite, les engrais qui ne sont pas prélevés par les plantes, ils vont se retrouver dans l'environnement, ils vont devenir des déchets, ils vont partir et polluer à l'extérieur du système. Donc ça va créer le fait que, en plus, on va prélever de la matière organique du sol, on va prélever de la production, mais on ne va pas rajouter de la matière organique sur le sol. Et donc, petit à petit, le sol va s'épuiser. Et donc, à long terme, les sols perdent de la fertilité. Un autre exemple, un peu l'opposé, c'est le sol de forêt. Qu'est-ce qui se passe dans une forêt? Dans une forêt, les arbres vont pousser, ils vont perdre leurs feuilles dans une forêt de feuilles caduques, les feuilles vont se déposer sur le sol, les micro-organismes du sol vont manger les feuilles, les intégrer au système. Et en fait, le sol va être un espèce de réservoir de nutriments dynamique avec plein d'interactions. Et les plantes vont pouvoir aller prélever les nutriments dans le sol pour grandir, et ensuite pour faire de la litière, et ainsi de suite. Et on a un système qui est fermé, une boucle qui est bouclée, et en fait, dans les sols de forêt, chaque année, le sol il devient de plus en plus fertile, grâce aux interactions, grâce aux micro-organismes, et grâce aux plantes qui aident dans ce cycle-là. Donc voilà. Mais bon, la forêt c'est cool, mais bon, on va pas trop mettre des forêts partout. Même si en soi, les forêts comestibles, ça existe aussi. Hein. On peut faire des forêts d'espèces comestibles et c'est super chouette. Mais on ne peut pas mettre ça partout. Donc, c'est aussi important dans un design en permaculture de garder une diversité au niveau des milieux. Et ça, en fait, ça va permettre d'avoir sur le même endroit des espèces qui poussent dans des conditions très différentes. Et comment on fait ça? On va créer des microclimats. Donc là, c'est un exemple d'éléments qui permettent de créer des
du microclimat. Donc c'est deux spirales aromatiques qui sont un peu différentes. Il y en a une, c'est la spirale aromatique du jardin de la Pelle ici à Lugny. Celle-ci, c'est la spirale aromatique du jardin de la ferme de Roverea dans le nord de la ville de Lausanne. Mais les deux, même si elles sont un peu différentes, fonctionnent sur le même principe. Où en fait, en haut, ici et ici, on va retrouver des espèces de plantes qui sont adaptées à des conditions sèches et chaudes. En bas, on va retrouver des espèces qui aiment l'humidité et l'ombre. Et en fait, on va avoir un gradient tout le long de la spirale, où on va pouvoir avoir des espèces qui aiment plus ou moins la chaleur et plus ou moins l'humidité. Et en plus, l'eau va ruisseler en spirale, donc elle va ruisseler lentement, et la spirale va faire de l'ombre en bas. Donc en fait, ça va pouvoir, avec ce système-là, on va pouvoir cohabiter des espèces qui habituellement vivent dans des milieux très très différents, mais au même endroit. Un exemple aussi par rapport au microclimat, c'est Polzer dont parlait Damien tout à l'heure, qui est en Autriche, à 1300 mètres d'altitude, dans un endroit qu'on appelle la petite Sibérie de l'Autriche, arrive à faire pousser des citrons. Et ça, c'est grâce au microclimat. Un autre exemple de microclimat, enfin d'éléments qui permettent de créer des microclimats, c'est un étang. Alors là, de nouveau, l'étang du jardin de la Pelle. Et un système d'étang fait par Polzer en Autriche, justement. C'est pas la même échelle, mais ça a les mêmes fonctions. Et l'avantage de l'étang, donc, c'est qu'il permet de créer un gradient d'humidité. Donc d'avoir des plantes qui aiment beaucoup l'humidité près de l'étang et les plantes qui aiment les milieux plus secs plus dans l'étang. Ça permet d'avoir la présence d'espèces aquatiques, dont certaines sont comestibles, et on peut cultiver des espèces aquatiques comestibles. Ça permet aussi, grâce à l'eau, d'avoir une inertie thermique, donc les bordures de l'étang vont être moins soumis aux changements de température brusques. Et ensuite, comme l'a dit Damien tout à l'heure, l'étang va permettre au soleil de se réverbérer, de se projeter et dans certaines zones de créer des conditions favorables aux plantes qui aiment bien le soleil. Donc voilà. Un autre principe de la permaculture, c'est de valoriser les bordures et les marges. Si on observe un peu la nature, on se rend compte que les zones de transition, les lisières, en fait, elles ont des conditions particulières. Souvent, c'est des zones plus riches, avec une plus grande biodiversité, avec une plus grande productivité. Et l'avantage de ces zones-là, c'est que en fait, les ressources des deux écosystèmes qui sont en contact sont disponibles. Et vu que c'est des zones un peu de transition, les espèces qui, par exemple là, sont adaptées à la prairie, elles vont pouvoir venir visiter ces zones-là. Les espèces qui sont adaptées à la forêt vont aussi pouvoir venir visiter ces zones-là. Donc en fait, ces zones-là sont des zones idéales, si on veut. Donc idéalement, vu qu'on aimerait de la diversité et créer des interactions, on aimerait favoriser ce type de milieu. Et pour cela, eh bien, on va diversifier les milieux et travailler sur les effets de bordure. Pour ça, on peut par exemple s'inspirer de la nature. Ça, c'est Alors, on a ici un arbre, c'est tout. Et ça, c'est les vaisseaux sanguins de poumons. Et on voit que en fait, les mêmes schémas se retrouvent dans les deux éléments. Mais en même temps, quand on réfléchit bien, un arbre, ça a besoin de capter de l'oxygène, du CO2, pardon. Et puis d'être en contact le plus possible avec l'air. Le poumon, c'est la même chose. Donc en fait, ce type de motif-là permet d'optimiser la zone de contact et permet d'avoir une plus grande surface de contact. Et on va faire un peu la même chose dans le jardin. Si on a une zone de contact qui est droite, là, on a très peu de surface. Si on ondule, on commence à avoir un petit peu plus. Si après on crée des formes fractales, plus complexes, là on arrive à optimiser les zones de bordure. Et en fait, en favorisant les bordures, on va favoriser les interactions et la circulation de l'énergie dans le système.
Donc, en fait, en permaculture, on va chercher à complexifier et à se rapprocher de ce qu'on retrouve dans la nature, et donc à optimiser les interactions, à augmenter les interactions. Et contrairement à l'agriculture de monoculture conventionnelle, qui elle va plutôt chercher à simplifier le système, à juste donner des engrais aux plantes pour que les plantes poussent et faire des circuits courts et même pas fermés. Donc maintenant, on a vu la majorité des principes en permaculture. On peut se demander maintenant comment est-ce qu'on tient compte de ça, comment est-ce qu'on intègre tout ça. Donc Damien a parlé du design tout à l'heure, je vais un peu approfondir de quoi il s'agit. Donc en fait le design c'est donc la mise en place judicieuse des éléments entre eux, dans le but d'optimiser les flux internes et la circulation de l'énergie tout en limitant les pertes. Et donc, pour cela, on va commencer par observer ce qui se passe, observer tous les éléments du système, les analyser et les mettre en lien. Donc, idéalement, dans le système, les besoins de chaque élément devraient être remplis par les autres éléments. Et chaque perte de chaque élément devrait pouvoir être utilisée comme ressource pour d'autres éléments du système. Donc, en fait, on peut dire que tout travail à effectuer est un besoin non rempli par le système. Et que toute pollution et tout déchet est une ressource non utilisée. Après, ça, c'est une vision idéaliste vers laquelle on tend. Bien sûr qu'on n'y arrive jamais vraiment. Et pour essayer de faire un maximum et d'aller un maximum de ce sens, on va accorder une grande importance à l'observation. Et on va essayer de réfléchir et de passer beaucoup de temps à réfléchir avant d'agir. Et donc, en permaculture, on dit souvent qu'on passe 10 heures d'observation pour 1 heure de travail sur le terrain. On va essayer de faire les erreurs sur le papier pour les minimiser sur le terrain. On va réfléchir avant d'agir et planifier pour économiser. Et dans ce processus-là, on va tenir compte des conditions initiales du système, comme je l'ai dit, donc par exemple le climat, la topographie, l'eau, le sol, les accès, les facteurs humains. Et en fait, un système en permaculture, un design en permaculture, c'est pas obligé d'être sur un paysage comme ça, il peut se faire à plusieurs échelles aussi. Ça peut se faire, on peut faire le design de son appartement, on peut faire le design de son balcon, on peut faire le design de son jardin. Donc en fait, c'est applicable vraiment aux échelles qu'on souhaite traiter. Et donc on va tenir compte des éléments, mais aussi des flux qui traversent le système pour maximiser l'énergie. Et pour cela, on va partir de l'ensemble pour arriver au détail. Ça, c'est aussi un principe de permaculture. Donc là, par exemple, on a un bassin versant avec les eaux qui coulent, etc. Et on va commencer par regarder la topographie, l'eau, d'où provient l'eau du système, où est-ce que l'eau sort du système, et on va essayer de regarder ça d'une vision globale. Et on va commencer à voir les choses là. Je ne sais pas si on voit très bien, mais là il y a un système d'étangs et de mares qui sont reliés, qui permettent de stocker l'énergie, stocker l'eau, du coup stocker l'énergie, et éviter que l'eau sorte trop rapidement du système. Ensuite, à partir de ça, on va réfléchir un peu à créer des zones et à voir où est-ce qu'on va placer les infrastructures sur le terrain. Mais ça peut être passer sa maison, ça peut être quel est le meilleur endroit pour cultiver, etc. Et ensuite, une fois qu'on a placé les éléments en les mettant toujours en lien, on va commencer à s'intéresser à chaque élément particulier. Par exemple, on va essayer d'imaginer comment sera le vermicompost dans ma cuisine. Imaginer comment est-ce que je vais mettre des bacs sur mon balcon pour faire de la permaculture. Et donc voilà. Et donc, en fait, pour terminer un peu avec cette partie sur les principes, on peut dire que les éthiques et les principes de la permaculture sont universels, mais les techniques sont contextuelles. Et que du coup, elles sont applicables à n'importe quelle situation. Et je vais laisser Damien reprendre pour parler un petit peu de cas concrets.
Pour cette partie, je n'ai plus de PowerPoint. Donc on va voir un peu plus comment est-ce que la permaculture permet de répondre à des problématiques actuelles. Donc on sait déjà qu'actuellement l'agriculture industrielle pose énormément de problèmes, non seulement écologiques et environnementaux, mais aussi socio-politiques. Donc nous allons essayer de voir comment est-ce que la permaculture fournit des solutions possibles à cette problématique. Donc nous avons vu qu'elle essaye de mettre en place des socio-écosystèmes qui soient viables, résilients, productifs et autres. Donc ceci nous amène à ce qu'a dit Amélie, que chaque lieu aura sa propre permaculture. Il faut que chaque paysage, chaque écosystème dictera le genre de permaculture que nous aurons. Il n'est pas possible d'avoir un système qui soit naturellement viable si ce principe-là n'est pas appliqué. C'est exactement le contraire que fait l'agriculture industrielle, qui elle applique des techniques les mêmes partout. On va retrouver le labour, on va retrouver la monoculture, on va retrouver par exemple les semences brevetées, et une panoplie de techniques qui sont appliquées les mêmes partout, qui posent beaucoup de problèmes environnementaux. Bill Mollison et Holmgren, ils voient comme solution à cette problématique notamment le concept de l'autosuffisance. L'autosuffisance est différente de l'autarcie, qu'on retrouve par exemple dans le mouvement survivaliste et autres. Ce n'est pas d'essayer de s'isoler dans son coin et de produire ce dont on a besoin. Selon Mollison et Holmgren, il s'agit de mettre en place des socio-écosystèmes intensifs et permanents, mais en évolution constante, et qui produisent tout ce dont l'homme a besoin. Donc aliments, habitation, vêtements, outils, mais aussi un esprit de communauté. C'est-à-dire que tous ces socio-écosystèmes sont interconnectés entre eux, il y a une certaine dépendance, mais pas en ce qui concerne l'acquisition des besoins de base. Donc, pour atteindre l'autosuffisance, il faut avoir un écosystème qui soit sain. Donc c'est aussi dans cet aspect-là que la permaculture prend cet aspect temporel, c'est-à-dire dans l'aspect qu'on va transmettre aux générations futures des socio-écosystèmes qui doivent être productifs, sains et puis viables, notamment au niveau des sols, notamment au niveau de la production, au niveau des semences qui doivent être libres, pour ainsi dire, et puis reproductibles, ce qui n'est pas nécessairement le cas toujours aujourd'hui. Et ceci implique que les permaculteurs et permacultrices doivent se réapproprier des savoir-faire. Ceci est essentiel parce que pour assurer son autosuffisance, il faut être capable de créer tout ce dont nous avons besoin. Ceci implique que nous devons nous réapproprier certains savoir-faire et ce n'est pas toujours facile aussi d'avoir accès à l'information. Beaucoup de fois, cette information n'est plus disponible ou bien n'est pas accessible de notre point de vue. Beaucoup de fois, il y a des mécanismes aussi qui nous empêchent d'avoir accès à ces savoir-faire. C'est aussi pour ça que la troisième éthique de la permaculture, le partage des ressources et des surplus, est extrêmement important pour l'autosuffisance parce qu'elle permet que chacun et chacune puisse se réapproprier les savoir-faire et les appliquer dans le lieu de vie auquel on veut s'implémenter. J'aimerais insister quand même un peu sur la partie des graines parce que c'est une problématique extrêmement grande aujourd'hui, avec par exemple Monsanto et Bayer qui, à eux deux seuls, sont les propriétaires de 2/3 du marché mondial des semences. C'est une problématique qui dépasse même juste la possession du vivant parce qu'elle limite aussi notre capacité en tant que communauté à survivre parce que nous avons besoin de semences qui sont adaptées au sol et au climat de chaque environnement. Actuellement, si l'on possède par exemple une semence, ils vont la vendre la même partout. Et puis il ne va pas produire des plantes qui sont adaptées au sol et au climat. Ceci est extrêmement problématique parce que l'écosystème ne sera pas stable, ne sera pas viable sur le long terme. Donc, il y a aussi, par les semences, tout le lien qu'a l'agriculture qui est industrielle de nos jours, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'agrochimie et puis au pétrole. Même si la permaculture ne cherche pas directement à s'isoler des énergies fossiles, elle cherche quand même à s'isoler de l'agrochimie. C'est là où nous voyons par exemple un système comme le Polzer qui n'a pas besoin d'engrais parce que tout un écosystème qui est interconnecté, une forêt n'a pas besoin d'engrais pour produire. Notre écosystème ne devrait pas en avoir besoin non plus. Si on met tout en place pour que ça se passe, elle peut le faire. Et puis au niveau des pesticides, le fait d'avoir un écosystème viable va réguler les pics de population. Vu qu'on n'a pas de monoculture, il n'y aura pas un pic d'une population qui va peut-être devenir un problème. Donc il y a une autorégulation du système qui nous permet de nous affranchir de l'industrie agrochimique.
Et puis cette indépendance des individus permet aussi de régler les problèmes sociaux et politiques que nous avons, notamment de rapports de domination entre pays riches et pays pauvres, entre personnes qui ont accès à la technologie et d'autres personnes qui n'ont pas. C'est aussi une des problématiques des OGM, par exemple, parce qu'on parle que ça va sauver le monde, mais ce n'est pas une technologie qui est applicable à tout le monde, et c'est une technologie qui est dans le main de certains individus qui n'ont pas l'optique du long terme, mais du profit sur le court terme. Socialement et politiquement, les OGM ne sont pas viables. Donc nous insistons peut-être pas assez durant la présentation, mais la permaculture se base surtout sur la pratique. C'est-à-dire aussi l'objectif de cette conférence, c'est que chacun et chacune prenne, s'informe, aussi de se réapproprier ses savoirs, s'informe plus, et puis mène des actions. Nous essayons de le faire au Jardin de l'Appel, en menant des ateliers, en menant d'autres choses, et en faisant des activités. Et chacun et chacune, c'est important de mettre les mains à la pâte, plus que de rester dans la théorie comme on est en train de faire maintenant pendant cette conférence. Donc, on finit justement avec ce caractère temporel de la permaculture, qui se base sur la pensée sur le très long terme, et qui cherche à transmettre aux générations futures ce qu'elles auront besoin pour leur propre autosuffisance, donc ces socio-écosystèmes stables et viables, mais aussi tous les savoir-faire nécessaires pour qu'eux-mêmes le maintiennent et le fassent vivre. Nous finissons avec notamment quelque chose que nous avons vu dans la conférence sur la permaculture de François Léger, qui a été faite dans le séminaire interfacultaire. C'est disponible sur le site de l'UNI, il est très intéressant aussi cette conférence. Et donc il finit par dire que la permaculture est une mise en pratique de l'écologie politique, qui critique le modèle économique épuisant les ressources naturelles, qui consomme beaucoup d'énergie, et critique aussi le fonctionnement social basé sur l'individualisme consumériste, et qui notamment critique le modèle politique qui a été établi par les personnes qui dominent. Donc nous, on cherche à créer ces socio-écosystèmes autosuffisants qui, tout en produisant, vont se renforcer. Donc nous allons passer maintenant à quelques exemples de permaculture concrètes qui vont illustrer un peu nos propos, pour voir un peu qu'est-ce qui se fait par ici, un peu dans le monde. Donc Benji, c'est le moment des chips. Il est déjà parti. On va commencer par un projet de fou furieux. Ça, c'est vraiment l'exemple type d'un homme qui a réussi à tout déboîter. Il habite en Autriche, dans une partie qui est extrêmement froide. On appelle cette partie la petite Sibérie d'Autriche. Il y a quand même 166 jours de gel par an, une température moyenne de 5 degrés. C'est sacrément froid. Vraiment, c'est. Et puis il y a 400 mètres de dénivelé. Donc, nous, on a l'air de faire un peu avec l'appel, mais lui, il est allé fort. Et puis, tout dépend chez lui de l'aménagement du territoire. Donc, c'est l'exemple type de, pour modifier l'environnement et puis mettre en place un écosystème, il a utilisé des énergies fossiles dans une tractopelle. Et puis, il a fait un système en terrasse. Et puis, dans ce système en terrasse, il a interconnecté des étangs. Ceci lui a permis de valoriser l'eau, et puis d'en tirer l'énergie, et puis de créer une panoplie de microclimats. Il a une capacité à se rendre compte comment créer le microclimat adapté à une plante qui est assez décisive. Puis il arrive dans son écosystème à produire énormément de choses. Ça va depuis des écrevisses, poissons, citrons, pêches, cerises, tout plein de légumes. Et puis ça demande encore pas mal de travail, mais c'est un exemple type de ce que sur le long terme peut être un de ces écosystèmes viables et autosuffisants. Donc il a écrit pas mal de livres, notamment où il va expliquer aussi comment est-ce qu'il a dû jouer avec la loi. C'est un concept très intéressant, donc il ne pouvait pas aller contre la loi, mais il a dû jouer avec, et puis certaines fois aller quand même contre, pour pouvoir réussir à implémenter son système qui finalement est un peu illégal. Donc c'est un concept aussi intéressant. Si nous avons en France, le projet phare, c'est la ferme du Béqueloin. Ils ont ça a été deux personnes qui ont décidé de s'installer et de créer un système autosuffisant. Et puis, ils ont allé vraiment très loin dans leur design, dans leur concept, à tel point qu'ils ont attiré l'attention de AgroParisTech et d'autres institutions qui ont cherché à mener des études scientifiques sur leur terrain. Donc François Léger, qui a fait la conférence sur la permaculture dans les séminaires interfacultaires, a mené cette étude. Donc dans son travail, vous pouvez voir beaucoup plus de détails là-dessus. Mais leur étude a prouvé qu'avec 1000 mètres carrés cultivés en permaculture, il est possible d'assurer le salaire d'une personne avec le statut de paysan. Il faut quand même faire attention parce que là, ça prouverait d'une certaine manière que la permaculture est viable économiquement, mais cette étude peut encore être critiquée
Il y a sur Costenberg un article qui critique cette étude qui est très intéressant, notamment parce que les personnes n'étaient pas habituées à comptabiliser, il y a eu certains éléments qui n'ont pas été pris en compte. Ils ont pris en considération, je crois que cette partie-là, qui est la partie la plus productive, sans prendre en compte le reste. Donc il y a des trucs à critiquer et à améliorer aussi. Donc à prendre avec des pincettes, mais en tout cas c'est déjà un exemple d'un écosystème qui marche, qui est viable et qui est vers le haut aussi. Donc ensuite, je n'ai pas de diapositive là-dessus, mais il y a un projet très intéressant dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie. Donc avec Geoff Lawton qui, à mon sens, malheureusement, il a un peu trop cet esprit de gourou de la permaculture, il faut faire aussi attention avec cet aspect-là. Mais il a monté en 4 ans une oasis. C'est-à-dire c'était un désert, et puis maintenant il arrive à faire couler une rivière au milieu d'une forêt qu'il a montée dans le désert. Donc ceci, vous pouvez vous informer, c'est sur Permaculture News. Vous trouverez Geoff Lawton, désert de Wadi Rum, et là il y a toutes les informations, il y a une vidéo de 11 minutes avec Lawton qui explique beaucoup de choses. Et ce type a réussi, en comprenant comment implémenter un système de permaculture centré sur l'eau, parce que c'est l'élément le plus limitant des déserts, à créer une oasis. Et puis c'est et donc, si je ne me trompe pas, et puis on peut passer aux questions si vous voulez. Et donc ça, c'est des conches suspendues. Parce qu'on peut faire suspendre des conches. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi j'ai une question, vous parlez de l'importance du sol dans la permaculture, et notamment qu'il y a des gens qui essaient de faire de la permaculture sur leur balcon, tout ça, et du coup je me demande un peu comment c'est possible en fait de faire vraiment de la permaculture sur un balcon, sachant que il n'y a pas de sol en fait, sur un balcon on va apporter un terreau, et puis à un moment il va falloir quand même qu'on apporte des engrais, quelque chose j'imagine, pour que ça tienne dans le temps. À nouveau, à mon sens, il faudra plutôt aborder, sur un balcon, l'écosystème d'appartement, d'une certaine manière. Donc tu auras ta partie avec ton balcon qui, oui, n'est pas un seul qui est connecté au reste. Mais déjà, première approche, je préfère que les gens essayent un peu de faire de la permaculture en balcon parce qu'il y a beaucoup de choses bien à prendre en compte. Et donc tu auras ton terreau, qui sera la fiche de sol sur lequel tu fais penser tes plantes. Tu as certains principes de base, comme par exemple, tu vas prendre ce que tu récoltes et laisser sur place ce que tu ne manges pas. Et donc ça va permettre de limiter les pertes de nutriments au sein de ton sol, qui peut durer plus longtemps que si tu es juste en train de prendre, et qu'à la fin il s'affaiblit. Ensuite, ton écosystème appartement a aussi d'autres entrées. Tu n'es pas dans une optique que ton appartement va produire tout ce que tu consommes, donc tu auras par exemple tes déchets végétaux qui proviennent de l'extérieur. Et si tu les intègres dans un vermicompost, tu obtiens un terreau et puis le jus de vermicompost qui lui te permet d'alimenter ta terre. Donc comme ça, ton écosystème, par l'entrée, finalement oui, parce qu'une ville aussi c'est très aseptisé, le concept d'appartement c'est très aseptisé, mais d'une certaine manière tu peux créer du bien en faisant de la permaculture dans ton appartement, notamment si tu mets des plantes mellifères. Pour les abeilles et d'autres animaux sauvages qui se retrouvent dans les villes, comme ça tu peux les aider. Et puis tu arrives à faire un système qui soit viable si tu penses bien ton système. Même si oui, ton sol que tu as mis dans ton terreau, tu trouveras sûrement d'un autre endroit, et que tu as affaibli cet endroit pour créer là. Mais dans l'optique dans laquelle nous sommes plus dans le moyen de comment penser quelles sont les actions que nous pourrons mener, et puis en tirer le plus de profit possible, et puis que ça aille vraiment. Tu sais, c'est loin le concept. Pense bien à quelles graines tu es en train d'utiliser, d'où elles viennent, et puis ça peut aller vraiment loin, tu peux faire quelque chose de bien, même si initialement c'est peut-être un peu de tout. Vous avez une question? Oui, je voulais vous demander où est votre jardin par rapport au bâtiment qui est ici. Alors il faut prendre le métro jusqu'au prochain arrêt, ou plutôt mieux de traverser la forêt. En haut, à droite, il y aura la partie où il y a le bâtiment de l'Amphimax et puis le Biofort. Donc si nous avons l'Amphimax et le Biofort, il y a une plaine ici avec les serres au fond. Nous, on est juste collés au cerf. Bien, est-ce que vous voyez le lac? Est-ce que le lac? Ah, On le voit, mais on n'est pas à côté de la. Pas dans le sens de la vue, mais est-ce que le lac peut avoir une influence par rapport à vos cultures? Il a une grande influence parce qu'on dépend de l'eau qui est fournie par les serres, qui est fournie par le lac. Mais on a un gros problème d'eau aussi, on a un système de récupération d'eau sur un cabanon qu'on a construit nous-mêmes, mais qui n'est pas encore optimal. Nous restons aussi, nous ne sommes pas experts. C'est aussi pour ça que la conférence s'appelle la permaculture par les nuls, parce que nous n'avons pas des années d'expérience. Est-ce que vous avez produit vos propres semences? Quelques-unes.
On n'a pas encore Il faut atteint le commencer. système auquel on fait des ateliers, notamment sur l'assurance de Sandrine s'en charge, notamment sur quelles sont les utilités pour la production de certaines semences, notamment sur les tomates qui ont besoin d'une fermentation. On aborde certains sujets, par exemple la vernalisation aussi, les plantes d'aubergine qui ont besoin de passer par un coup de froid pour ensuite pouvoir déjà. Donc c'est une question qu'on se pose beaucoup, même si dans la pratique on n'arrive pas encore à tout gérer. Oui. Moi j'avais une question un peu pratique. En fait, je me demandais comment lutter un peu contre les poussements, parce que tous mes plantes que j'avais sur mon balcon, elles sont mortes à cause de ça. Même avec les savants de Marseille et tout, ça marche pas. Je me demandais dans un contexte de permaculture un peu affronté. Donc au niveau de l'appartement, il y a déjà tout le traitement préventif, donc savon noir, purin d'ortie, purin de prêle aussi. Ce sont des traitements préventifs et qui peuvent aussi aider d'une part ensuite. Avec des petits ravageurs comme ça, l'objectif est principalement de les distraire. C'est-à-dire tu auras tes plantes que toi tu veux conserver, il faut leur donner quelque chose qu'elles aiment plus. Et comme ça, elles vont vraiment directement là-dessus, elles ne touchent pas tes plantes. Une fois que c'est infecté, tu peux soit les composter ou faire autre chose et les mettre plus, de manière à toujours les attirer et puis les distraire de ta production que tu veux garder. Ensuite, et puis aussi les autres membres de l'appel, si vous avez des idées, des intervenants, n'hésitez pas. Donc, des larves de coccinelle aussi, comme ça a été précisé ici. Tu mets des larves de coccinelle, surtout les larves mangent beaucoup de pucerons. Par contre, juste faire attention, et quand tu achètes tes larves, des fois elles viennent de Chine, c'est une variété qui est extrêmement invasive et qui est en train de remplacer les variétés locales. Pas seulement en Suisse, mais un peu partout. C'est celles qui se reproduisent beaucoup. Donc prendre des larves de coccinelle suisse, le plus proche de chez toi. Et puis ça mange bien. Oui. Et tu parlais de l'importance des graines, mais vous prenez-vous vos graines quand vous avez un endroit où On a 3 lieux à disposition. Déjà Cocopelli, qui fait un travail énorme sur la sauvegarde de graines, notamment ils ont dû bouger de la France vers la Suisse parce qu'ils avaient des problèmes d'ego. Parce que voilà, notre système c'est bizarre. Il y a aussi Sativa et Solinger qui font de très bons graines. Tout le temps reproductibles, tout le temps bio. Et puis aussi ils sont en lien avec pas mal de projets de permaculture et autres. Donc ce sont les 3 sites auxquels nous collectons nos graines. Ensuite, il y a pas mal de réseaux aussi de partage de graines. Et à mon sens, ça c'est essentiel, notamment que les paysans et paysannes le fassent, parce que c'est leur savoir-faire, leur adapté à leur terre, à leur milieu. Par exemple, il y a le projet de permaculture Schwebenal, dans les Alpes gernoises, qui se spécialise dans la vente de graines et de plantons adaptés au milieu alpin. Donc c'est des plantes qui résistent très bien au froid, qui résistent aussi au vent, à la sécheresse et tout, donc elles sont adaptées au sol et au climat. Donc tu veux Schwebenal, ils sont dans quelques marchés, mais ils sont encore assez petits, donc il faut peut-être aller les chercher, ils ne viendront pas. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon aussi, après on organise un petit apéro si vous voulez venir discuter. Et puis oui, si j'avais oublié de passer ça, on aura après d'autres conférences. Et je vais peut-être laisser Sandrine. Bonsoir à tous, donc, j'espère que ça vous a plu la conférence. Merci aux deux conférenciers et conférenciers. On a prévu un petit apéro pour la suite, donc on peut continuer à discuter, rester dans la salle ici pour discuter, poser encore des questions, discuter de l'association de l'appel ou d'autres choses. On voulait juste encore vous annoncer qu'il y a 2 prochaines conférences encore ce semestre qui sont organisées. La prochaine c'est le 2 novembre, c'est un mercredi soir à 18h15 aussi, le même horaire, dans une salle à Géopolis, je ne sais plus, je crois que c'est la même que celle-là. C'est sur les sols, donc c'est un peu plus technique. Justement, la première, c'est un peu introductif, c'est un peu l'idée. Et la suite du semestre, c'est peut-être un peu plus technique ou plus détaillé. Sur les sols, avec Stéphanie Grand. Donc, sur les interactions avec les sols. Et le 30 novembre, plutôt sur la permaculture humaine, avec Vanessa Monet.
Donc plus fonctionnement associatif et la question de genre, donc justement par rapport à comment on interagit entre nous et puis on questionne ce genre de domination dans le fonctionnement associatif à l'appel, mais ça peut être ailleurs dans notre vie quotidienne ou associative ailleurs. Il y a aussi des journées jardin qui sont prévues, donc dimanche de 10h30 à 16h, ce dimanche qui vient, au jardin, donc qui est près des serres de biologie entre le biofort et la forêt. Et aussi mardi suivant, donc le 25 à 16h30 jusqu'à ce qu'il fasse trop froid. Et dimanche, on va replanter quelques arbres et essayer de mettre en pratique la lutte contre les mulots. Donc si vous avez voir ça en live. Voilà. Je sais pas si on Il y a aussi un atelier pain, c'est normalement c'était dimanche, donc si vous voulez vous inscrire, c'est comment faire du pain à la maison, donc écosystème appartement. Et puis vous pouvez venir vers moi pour vous inscrire. Et puis on va faire une feuille avec une liste mail si vous êtes intéressé à avoir des infos plus précises sur les autres activités de l'appel et ce qui se passe durant le semestre ou les semestres suivants. Il y a une feuille ici, puis on va faire une liste